Alors, la démence, quoi de neuf cette année? On va faire deux parties. Une partie courte pour l'épidémiologie d'observation. Est-ce qu'on a des choses nouvelles depuis l'année dernière? Et quoi de neuf sur les études d'intervention? Là, on va parler de toutes les études d'intervention qui ont été publiées cette année, mais vous allez voir, ça ne va pas être un catalogue parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc, en se centrant bien évidemment sur les études de qualité, avec la rigueur méthodologique qu'on demande à ces études-là. Alors en observation, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, il y a eu un rapport ADI de l'Alzheimer Disease International qui a été publié et qui, je pense, donne des résultats assez intéressants. Vous savez, l'année dernière, je disais qu'on commence à avoir beaucoup d'études de cohorte. Il y a un très beau papier qui va sortir, je n'ai pas le droit d'en parler, mais enfin, je le dis quand même, qui confirme une diminution de la prévalence de la démence de type Alzheimer dans des cohortes qui se situent dans des pays à bon niveau socio-économique. Et là, ADI a centré son analyse sur les pays avec des niveaux moyens ou bas en termes de niveau socio-économique. Et on voit que quand on fait la synthèse de toutes les études d'observation qui se sont passées ces dernières années en se centrant sur la date de recueil des données, eh bien, on voit ici en bleu les études qui concernent les pays avec un bon niveau socio-économique, en rouge les études qui concernent les pays avec un niveau moyen ou bas. Et en fait, on voit qu'apparaissent petit à petit des cohortes avec quelques difficultés méthodologiques, mais des cohortes apparaissent dans ces pays-là. Et quand on compare les estimations en termes de prévalence de la maladie d'Alzheimer dans les années 2009 et 2015, et qu'on regarde un petit peu la différence, eh bien, on voit que dans les pays comme toutes les zones d'Europe, on voit que les estimations aujourd'hui sont plutôt favorables, dans le sens où il y aurait une diminution de la prévalence. En revanche, dans les pays d'Afrique et aussi dans les pays d'Asie, on voit au contraire une augmentation de ces estimations, ce qui fait que ce qu'on pensait à l'époque, finalement, n'est pas forcément juste avec les nouvelles données dont on dispose. Donc il faut toujours être prudent quand on fait des estimations, parce que plus on a de données, bien plus on avance un petit peu dans la connaissance. Donc on peut s'attendre à avoir effectivement une augmentation majeure du nombre de cas de maladie d'Alzheimer dans les années à venir, mais cette augmentation majeure, elle est plutôt liée à l'augmentation nette que l'on observe dans ces pays à niveau moyen ou bas en matière d'indicateurs socio-économiques, puisque 68% des cas seront concentrés dans ces pays-là en 2050. Alors, quoi de neuf dans les études d'intervention? Alors, c'est aussi un petit peu de pub. Je trouve que c'est bien quand les équipes françaises font des publications, d'en parler aussi ici, parce qu'on est là aussi pour dire ce qui se fait dans nos équipes. Et les COCBO étaient très bien. Yves aussi est signataire, je pense, du papier du Lancet. Et donc, je pense que c'est bien quand les équipes françaises peuvent aussi publier dans ces revues-là. Donc, effectivement, je vous ai dit, je vais vous présenter toutes les revues. Les voilà. Les études d'intervention qui se sont données comme objectif de diminuer l'incidence de la démence ou d'améliorer les fonctions cognitives. Alors ici, c'est un mixte de ce qui a été publié depuis toujours, avec une rigueur scientifique qui est celle que l'on demande à ces études-là. Et puis, après, je vais vous présenter les études en cours. Alors, dans ce qui a été publié, ce qu'il faut regarder, c'est la synthèse, hein, c'est que finalement, dans les deux dernières colonnes, ici, vous avez l'avant-dernière colonne, avec ces petits carrés, qui montre les études positives. Et la dernière colonne qui montre les études négatives. Et plus on va vers le bas du tableau, et bien plus on va vers les études récentes. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est quand même une bonne nouvelle. C'est que plus on avance dans le temps, plus on a des études positives en matière de prévention de la démence de type Alzheimer. Mais vous l'avez peut-être identifié ou pas parce que c'est un petit peu petit, les critères de jugement ont changé avec le temps. Avant, on se donnait comme objectif de diminuer l'incidence, c'est-à-dire de diminuer le nombre de cas de maladie d'Alzheimer, et tous les essais ont échoué. Et on sait maintenant qu'il y a quand même beaucoup de problèmes méthodologiques dans ces essais antérieurs, même s'ils ont été menés dans les règles de l'art. Le seul positif, c'était celui qui avait été publié par Françoise Forret, l'essai Sister, mais les autres ont tous été négatifs. Et les essais récents, eux, se sont centrés sur la cognition, avec des critères composites de cognition. Et ces essais récents donc, donnent
donnent des signaux positifs. Alors on peut toujours se poser la question de la pertinence clinique de ces effets positifs, mais c'est des essais qui ont été designés pour démontrer un tel niveau d'efficacité, et l'efficacité a été prouvée sur ces essais-là. Donc il y a beaucoup d'essais positifs, mais qui concernent des populations qui ont été suivies pendant peu de temps, avec donc des durées d'intervention relativement brèves, et donc ces essais sont après à confirmer dans des essais de plus large envergure. Alors ici, le haut du tableau, ce sont les essais qui ont été publiés jusqu'à présent en matière de prévention de la démence de type Alzheimer, et en bas du tableau, nous avons les essais qui sont actuellement en cours. Donc la première chose à constater, c'est qu'on a de plus en plus d'essais en cours, c'est une bonne nouvelle. En rouge, vous avez les essais qui concernent la nutrition de façon isolée. En vert, vous avez les essais qui concernent l'activité physique. En une espèce de violet, là, vous avez les essais qui concernent la stimulation cognitive. Et en vert foncé, les interventions multidomaines. En bleu, il s'agit des essais qui se sont donnés comme objectif de démontrer l'efficacité d'un médicament, d'un traitement soit symptomatique de la démence, soit d'un traitement complètement hors champ de démence, c'est-à-dire les œstrogènes ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc vous voyez que de plus en plus, on assiste à une recrudescence des essais dits multidomaines. Et pour la première fois, l'année dernière, je vous disais qu'on aurait peut-être des résultats publiés. Eh bien, cette année, on a des résultats publiés et je vais vous en parler. Avant de rentrer dans ces derniers essais, il y a quand même eu, depuis cette revue de la littérature qui a été publiée cet été, 3 gros essais dont je vais vous parler. Un essai qui a été publié dans le JAMA Internal Medicine, qui est une étude qui a été faite en Espagne. C'est une étude ancillaire d'un gros essai qui avait été publié dans le New England, qui visait à démontrer l'efficacité d'une diète méditerranéenne associée ou pas à un régime, disons, enrichi en huile d'olive particulière. On est en Espagne, là, une d'olive vierge. Et un régime qui était méditerranéen, mais qui était enrichi avec une consommation de noix en tout genre, versus un groupe qui avait juste des conseils pour éliminer, réduire en fait la consommation de graisses saturées. Donc on a 2 groupes d'intervention, la diète méditerranéenne enrichie en huile d'olive, la diète méditerranéenne enrichie en consommation de noix, et versus un groupe contrôle. Les sujets qui ont été inclus dans cette étude sur la cognition sont des sujets qui sont âgés de 55 à 80 ans. Donc ils ont 67 ans en moyenne, ils sont relativement jeunes. Et au départ, ils ont un haut niveau de risque cardiovasculaire. C'est des sujets qui ont des facteurs de risque particuliers. Et cet essai s'est donné comme objectif d'améliorer les fonctions cognitives de ces sujets avec une batterie de tests. C'est toujours un petit peu les mêmes tests que l'on retrouve, pas toujours dans le même ordre et pas toujours exactement les mêmes. Ils explorent les mêmes fonctions cognitives. Ils ont inclus 447 sujets qu'ils ont suivis pendant 4 ans. Alors ici, on ne voit pas bien, mais c'est le flowchart, juste pour dire qu'il y avait 25% de sorties d'études. Et ces sorties d'études, malheureusement, dans cette étude, n'étaient pas forcément équilibrées dans tous les bras. Vous voyez qu'à la fin, ils ont pu reconvoquer surtout des personnes qui étaient dans le groupe régime méditerranéen avec huile d'olive, un petit peu moins dans celui qui avait régime méditerranéen avec des huiles, avec des nuts, des noix, et encore un peu moins dans le groupe contrôle. Donc il y a un petit déséquilibre qui peut poser problème dans l'interprétation des résultats. Mais ces résultats, les voici. En foncé, vous avez l'évolution des fonctions cognitives dans le temps, le changement d'évolution des fonctions cognitives dans le temps, donc à 2 ans de suivi, dans le groupe témoin. Et les bleus clairs sont les groupes intervention. Donc on voit bien que globalement, à 2 ans de suivi, l'évolution des fonctions cognitives est plutôt défavorable dans le groupe témoin. Et il y a un effet bénéfique des 2 types d'intervention. Alors un petit peu différent selon le type de diète et selon le type de fonction cognitive que l'on étudie. Mais surtout sur les fonctions globales, c'est plutôt le régime méditerranéen avec un régime donc enrichi en huile d'olive qui serait bénéfique pour les fonctions cognitives. Alors vous me direz, on est en Espagne, il va falloir que cela soit confirmé dans d'autres pays. Le deuxième essai, c'est l'exercice physique, c'est l'essai LIFE. Yves vous a rapporté les résultats de la pilote de LIFE sur la fragilité.
Ici, c'est l'essai Life dans sa globalité, mais qui avait comme critère de jugement secondaire, pour autant bien calibré pour pouvoir démontrer un effet, la cognition. Donc cette étude, elle a été menée par Marco Paor aux États-Unis. L'objectif, c'était d'évaluer l'efficacité d'une activité physique structurée, associant des activités plutôt de marche, mais avec aussi des exercices de résistance, de flexibilité, d'équilibre, versus une éducation, donc, comme vous le disiez Yves, pour avoir un vieillissement plutôt réussi. Ils ont inclus dans cette étude des sujets de 70 à 89 ans. En moyenne, ils avaient 79 ans, donc un petit peu plus âgés que les précédents. Ils étaient sédentaires à l'inclusion. Ils étaient plutôt à risque de perte d'autonomie, mais ils étaient quand même capables de marcher 400 mètres, puisque c'était l'objectif princeps de cet essai Life. On a mesuré la cognition chez eux avec tout un tas de paramètres cognitifs. 1635 sujets ont été randomisés et l'intervention a duré 2 ans. Ici, c'est le flowchart. Là, je vous dirais juste que les groupes étaient équilibrés entre les 2 bras de randomisation. Et pour vous montrer quand même un petit peu que ces études sont lourdes, hein, parce que quand on s'intéresse au groupe activité physique, on voit que ces sujets avaient 30 minutes, enfin l'objectif c'était qu'ils marchent 30 minutes par jour, 10 minutes d'activité qui concernait la force musculaire, 10 minutes sur l'activité de flexibilité et d'équilibre, tout ça dans chaque séance. Il y avait 2 séances par semaine et ils devaient le faire à domicile 3 ou 4 fois. Donc vous voyez, c'est des interventions quand même assez lourdes. Le groupe contrôle, comme vous l'a dit Yves, c'était pas un vrai groupe contrôle parce qu'ils avaient quand même une visite par semaine pendant 26 mois, c'est pas anodin. Et dans ces visites qui étaient réalisées dans ce groupe contrôle, il y avait quand même 10 minutes sur l'activité physique, donc ça peut aussi avoir diminué en tout cas l'efficacité s'il y en avait une du groupe intervention. Ici, c'est pour vous montrer que finalement, globalement, il n'y a pas d'effet de cette activité physique sur les fonctions cognitives, quelle que soit la mesure qui a été faite. Alors bien sûr, comme dans tous les cas, quand on a un résultat global négatif, on va essayer de regarder dans des sous-groupes spécifiés à l'avance s'il n'y a pas quand même un effet. Et là, ils ont retrouvé un effet sur les fonctions exécutives dans 2 groupes de sujets. Les sujets qui, au départ, avaient un score plutôt bas pour les fonctions physiques et les sujets les plus âgés. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont explorer un petit peu à l'avenir dans ces sous-groupes-là. Alors voilà le résultat que l'on attendait, qui a été publié au mois de juin sur l'essai Finger. L'essai Finger, c'est un essai multidomaine où là, on combine des interventions multidomaines que l'on ne veut que comparer à un groupe témoin. Donc il ne s'agit pas de regarder qu'est-ce qui marche, il s'agit de regarder si le package marche mieux que de ne rien faire. Et le package, dans ce cas-là, c'est de la nutrition, de l'activité physique, de la stimulation cognitive et surtout une très bonne gestion des facteurs de risque cardiovasculaires. Cette étude a inclus des sujets entre 60 et 77 ans qui avaient un score élevé de développer une démence. En fait, c'était des sujets qui présentaient des facteurs de risque cardiovasculaire tels qui étaient plus à risque de développer une démence de type Alzheimer. Ils ont évalué chez 1200 sujets qui ont été randomisés et pour laquelle l'intervention a duré 2 ans, l'efficacité de cette intervention multidomaine sur la cognition. Alors voilà l'intervention, pour vous montrer quand même que ce n'est pas simple non plus dans cet essai Finger. D'abord, ils ont fait une mini-intervention avant leur randomisation pour éliminer les faux entrants. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « je veux participer » et une fois qu'ils rentrent dans ce processus un peu complexe d'intervention multidomaine et de groupe, quelquefois, ils lâchent en cours de route et c'est dommage, ça fait des sorties d'études précoces dont on se passerait pour interpréter correctement les résultats. Donc en fait, ils ont fait une mini-intervention avant la randomisation et ensuite, ils ont fait cette intervention qui dure 2 ans avec surtout centré sur une très bonne gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Tous les 3 mois, une infirmière, ils rendaient visite à une infirmière qui évaluait avec eux et il y avait 3 visites supplémentaires avec un médecin pour évaluer ces facteurs de risque et la gestion de ces facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques. Il y avait un entraînement cognitif avec 9 séances pour l'entraînement cognitif dans une première partie de l'étude, puis 2 séances ensuite, et un exercice physique qui là aussi
et très riche, avec 1 à 2 fois, qui augmentait un petit peu en puissance dans le temps. Au départ, il y avait 1 à 2 séances par semaine, ensuite on est passé à 2 à 4 séances, et puis à 2 séances par semaine. Et donc ça, c'est des choses qui se sont, avec des niveaux de complexité et d'exercice qui étaient de plus en plus difficiles. Et puis la nutrition aussi, qui était plutôt concentrée sur le début de l'étude. Donc vous voyez qu'on demande beaucoup à ces sujets. Après, il faut toujours se poser la question de savoir si le résultat que l'on observe là est transposable dans la pratique, parce que ce que l'on leur demande de là ne l'est vraiment pas. Donc ce sont des études que je qualifierais à preuve de concept, et l'idée c'est de voir après comment est-ce qu'on peut transformer cet essai, si tant est qu'il y a un essai, dans la vraie vie et en adaptant ce type d'intervention. Alors cet essai, il a été donc publié. Voici le flowchart qui n'a pas trop d'intérêt. Voilà le critère de jugement principal. Alors à chaque fois, hein, on est toujours friand de savoir est-ce qu'on a un résultat significatif sur le critère de jugement principal, et c'est la seule façon de pouvoir publier rapidement dans ces revues. Alors bien évidemment, ils en avaient un. Ils ont un critère de jugement principal qui est positif sur le score global de la cognition. Vous voyez ici en bleu, on a le groupe contrôle. Vous voyez quand même que le groupe contrôle, il s'améliore, et de façon importante hein, dans le temps. Et le groupe intervention, en rouge, s'améliore aussi, un petit peu de la même façon que le groupe contrôle, mais à la fin, on a un écart qui semble augmenter et aller en faveur du groupe intervention. Donc ça, c'est un effet qui est positif. En termes de taille de l'effet, on n'a pas une taille de l'effet qui est révolutionnaire, mais on a une petite différence entre le groupe intervention et le groupe témoin. Quand on regarde quel est le type de fonction cognitive qui est plutôt concerné par cette intervention, ce n'est pas la mémoire, ce sont les fonctions exécutives et la vitesse de traitement de l'information. Voilà le premier résultat de cette étude. Alors ce qu'on attend, c'est les résultats d'un essai français, parce que c'est vrai que les Finlandais ne sont pas tout à fait comme nous. Et il y a Bruno Velas qui a mis en place un essai qui ressemble vraiment à cet essai Finger, et il ressemble pour cause, c'est que cet essai MAPT, il a précédé l'essai Finger, et qu'ils avaient demandé le protocole pour voir un petit peu comment ils pouvaient s'inspirer d'une intervention multidomaine. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les deux essais, c'est très intéressant, et ce sera très intéressant après de combiner les résultats de ces deux études. Pour beaucoup de critères de jugement, on a les mêmes critères. Donc cet essai MAPT, c'est aussi l'évaluation d'un essai multidomaine en France, chez des sujets de plus de 70 ans qui sont au départ qualifiés de fragiles, pas dans le sens des critères de Fried, mais ce sont des sujets qui se plaignent de la mémoire à leur médecin traitant ou qui ont déjà un signe de fragilité avec les critères de Fried, une difficulté pour les IADL ou une vitesse de marche lente. En fait, les premiers résultats montrent qu'à 99% des cas, les sujets rentrent dans l'étude parce qu'ils se plaignent de la mémoire. Et c'est une plainte qui est subjective, bien évidemment. Le critère de jugement, c'est d'abord et surtout un critère de jugement clinique, hein, c'est une mesure de la cognition, et il y a des critères de jugement qui sont de la neuroimagerie, des biomarqueurs, et c'est peut-être l'originalité de cet essai par rapport au précédent. Il y a eu des PET FDG pour voir s'il y a potentiellement un effet de l'intervention sur le métabolisme cérébral. Il y a des PET AV45 pour voir s'il y a un effet sur les plaques amyloïdes, ou en tout cas, quels sont les facteurs associés à l'existence de ces plaques dans cette étude-là. Bien évidemment, tout cela ne se fait que sur des sous-groupes, hein, étant donné la difficulté et puis le coût engendré par ces critères de jugement-là. Il y a bien sûr une biobanque. 1680 sujets ont été randomisés. L'intervention a duré 3 ans et il y a ensuite 2 ans de suivi pour voir s'il y a un effet rémanent de l'intervention après l'arrêt de cette intervention. Juste un point pour dire que cette étude, elle est quand même très originale parce que la moitié des cas ont été inclus dans des CHEG. Et donc, on a toujours l'habitude de dire la recherche clinique, ça se fait dans les CHU, les CHEG ou les EHPAD. Ce n'est pas le lieu pour faire de la recherche. Je crois que justement, quand on fait de la recherche clinique et quand on fait de la recherche appliquée, c'est le lieu. Ce n'est pas justement dans un centre expert qu'on va avoir les vrais patients. Donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Alors, cette étude, elle a randomisé les sujets en 4 bras. Intervention multidomaine avec des oméga-3 ou sans oméga-3. C'est une supplémentation de 800 mg par jour de DHA et EPA versus placebo. Donc, par rapport à l'étude précédente, on a aussi un traitement, une supplémentation avec un groupe placebo. Alors là, l'intervention multidomaine, elle est aussi combinée, elle est un petit peu différente. Elle est plutôt centrée là sur la stimulation cognitive avec 60 minutes par séance
Et il y a 2 séances par semaine le premier mois, 1 séance par semaine le deuxième mois, et puis 1 séance par mois pendant la fin des 3 ans. 45 minutes d'activité physique et juste 15 minutes de conseil nutritionnel, mais il y a cette supplémentation en acides gras oméga 3. Il y a une consultation de prévention qui est censée faire le point de la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Je dis censé parce que c'était moins codifié que dans l'étude précédente. Donc voilà un petit peu. Alors il n'y a pas de résultat encore, parce que c'est une étude qui n'est pas publiée. Juste les investigateurs ont eu quelques petits, on va dire, flaveurs de résultats, mais juste pour vous dire qu'on a changé de critère de jugement dans cette étude, parce qu'entre le moment où on a designé l'étude, c'est-à-dire il y a plus de 5 ans, et le moment où l'étude se fait, il y a beaucoup de publications dans l'intervalle. Et la difficulté dans ces essais de prévention, c'est qu'on apprend des choses alors que l'étude a déjà commencé. Et là, il y a eu beaucoup de papiers, beaucoup de publications qui sont apparus sur les critères de jugement plutôt composites. Et donc, avant que l'étude soit terminée, avant le gel de base et avant la levée d'aveugle, on a changé le critère de jugement pour passer de la mémoire, d'un critère qui était centré uniquement sur la mémoire, à un critère plus composite, avec certes de la mémoire, mais de l'orientation, des fonctions exécutives et de l'affluence verbale. Alors aujourd'hui, en termes d'études d'intervention, si on fait le point sur et qu'on regarde un petit peu de loin ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a 2 approches. L'approche nord-américaine, où on fait des essais thérapeutiques pour prévenir la maladie d'Alzheimer avec des anticorps monoclonaux susceptibles d'induire des effets indésirables, mais aujourd'hui, ils font ça dans des populations très particulières. Et puis l'approche européenne, où on s'intéresse à des essais plutôt multidomaines et centrés sur le style de vie. Alors là, il n'y a pas d'effet indésirable majeur attendu, mais on espère qu'il y ait un effet bénéfique majeur attendu. Voilà, donc pour améliorer les essais, on a notre connaissance qui a beaucoup évolué sur la maladie d'Alzheimer, avec cette connaissance sur les biomarqueurs, et donc on espère qu'en incluant ces biomarqueurs dans les futurs essais de prévention, on puisse encore améliorer notre connaissance et surtout essayer de valider l'effet bénéfique de certaines interventions. Je vous remercie.